perspective du risque sanitaire potentiel induit par les nanomatériaux et les nanoparticules. Donc cette présentation n'est absolument pas exhaustive, c'est vraiment un point de vue personnel que j'exprime à travers celle-ci. Donc d'abord, j'ai commencé par me présenter très très brièvement. Donc Jérémy Poncher, moi je suis enseignant-chercheur à l'École des Mines de Saint-Étienne. Donc j'appartiens à un centre de recherche qui est le Centre Ingénierie et Santé, qui a la particularité d'être implanté sur un site hospitalo-universitaire. C'est tout neuf, hein, on est sur place depuis 1 an. Et donc on est avec des collègues de la faculté de médecine de Saint-Étienne et plusieurs cliniciens, dans le cadre d'une équipe INSERM qui s'appelle Symbiose. Et dans cette équipe INSERM, on fait vraiment de la recherche translationnelle, de la paillasse au lit du patient et du lit du patient vers la paillasse. Donc dédié uniquement à l'ingénierie et la santé. Alors, venons-en un petit peu au cœur du sujet de cette présentation, qui concerne donc le risque potentiel induit par les nanoparticules. Donc Jean-François a déjà fait beaucoup de choses ce matin et a très très bien introduit le sujet, ce qui me permet d'aller un petit peu rapidement sur un certain nombre de choses et peut-être rattraper un petit peu le retard. Alors le contexte sociétal, Jean-François en a parlé ce matin, donc on peut parler d'un certain nombre de controverses ou de manière un peu plus positive, d'attentes légitimes, que ce soit au niveau des organismes publics, réglementaires, des politiques, de la société et aussi des industriels, qu'on est bien dans une journée industrielle, autour de ce risque sanitaire. Donc là, j'ai repris quelque chose qui est un petit peu ancien, mais qui reflète bien aussi une crainte de la société, qui est en fait les perturbations qui avaient eu lieu lors du débat public sur les nanotechnologies il y a quelques années. Et quelque chose qui est beaucoup plus récent, que je vous invite d'ailleurs à lire, parce qu'il est plutôt bien fait. C'est un petit guide qui est fait par une association, qui est l'association Avicenne, sur les nanomatériaux et les risques, qui est paru donc en début d'année, qui fait un petit peu le point sur les problématiques et les questions qui restent à l'heure actuelle sur ce problème de risque potentiel, avec ce petit encart, soyons vigilants, donc qui est aussi un peu plus positif que de dire nanomonde égale maxi-servitude. Donc voilà, il y a différentes, dans la société, différents courants qui commencent à poser des questions et sur lesquelles il faut essayer d'apporter un certain nombre de réponses. Donc de manière beaucoup plus récente, je pense, donc ça c'est début d'année, c'est mars 2016, il y a un rapport de l'OCDE qui est sorti au niveau de l'incinération de nanocomposites, avec le relagage potentiel de nanoparticules, une toxicité qui pouvait avoir lieu. Donc la presse en est un petit peu emparée, et il y a eu différents thèmes de polémique. Une première polémique en disant que les experts de l'OCDE qui ont fait ce rapport étaient entre guillemets vendus aux industriels, on n'était pas objectifs, etc. Donc il y a un certain nombre de choses qui ont un petit peu agité le net et les médias. Et juste donc des publications au grand public, de vulgarisation, qui citent, là je cite, l'alarmant rapport de l'OCDE sur la pollution par les nanoparticules industrielles, et quelque chose qui date de la semaine dernière, donc un article de Libération. Alors, nanomatériaux, un nom à particules, alors inquiète de la possible nocivité de ces substances, élus et associations s'opposent à l'opacité industrielle généralisée. Bon, on est dans le cadre de journée industrielle, on voit qu'il y a un contexte qui est assez lourd, enfin en tout cas, il y a les autorités publiques, voilà, les industriels demandent aussi un certain nombre de réponses. Alors le plan de cet exposé dans le cadre de ce contexte, j'ai choisi de le diviser en 2 grandes parties. Encore une fois, c'est très 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 subjectif, et je l'assume. La première partie, c'est quels sont les 2, à mes yeux, et aussi avec des échanges avec des collègues industriels, les 2 principaux enjeux industriels autour de cette question du risque sanitaire. Il y en a bien plus, mais j'ai choisi de me focaliser sur 2. Le premier enjeu vraiment majeur, c'est comment on fait pour identifier des nanoparticules potentiellement toxiques. J'ai mis le toxique entre guillemets, je vous expliquerai pourquoi. Et la deuxième question, c'est que comment on fait pour gérer ce risque nano aujourd'hui, en 2016, dans les entreprises. Ensuite, je verrai sur un point de vue qui est un peu plus académique, les scientifiques sur lesquels on travaille, sur lesquels il faudra apporter des réponses à court ou moyen terme. Concernant la normalisation, mais demain il y a toute une session, notamment avec les collègues du LNE, donc j'irai assez rapidement, les problèmes de dosimétrie, d'exposition, ou alors de ce qu'on appelle la coronaprotéique, mais on va y revenir dans la suite de l'exposé. Alors, les 2 grands enjeux industriels majeurs, donc je vais commencer par la première question un petit peu basique, sur lesquelles on a quand même des difficultés à répondre de manière très simple, c'est comment identifier les nanoparticules potentiellement toxiques. Alors la première chose que je voudrais dire, c'est que, donc là Jean-François l'a très bien fait dans son exposé, donc je vais aller très rapidement là-dessus, c'est qu'en fait la question que doit se poser l'industriel, c'est forcément le rapport bénéfice-risque. Le bénéfice, il a normalement toutes les billes pour y répondre. Le risque, en fait, c'est comme donc pour un médicament, un dispositif médical, il faut évaluer ce rapport bénéfice-risque. Et ce risque, moi, quand un industriel vient me voir, et ça arrive
une dizaine de fois par an, me dit, voilà, j'ai un produit, je me demande si ce produit est toxique. La première chose que je lui dis, c'est que la question est mal posée, on la pose comme ça. La toxicité, il faut la mettre en relation potentielle, il faut la mettre en relation avec un bénéfice. Et cette toxicité, plus que dire si cette poudre est toxique ou pas toxique, ce qui pour moi a peu de sens, je vais plutôt lui répondre en termes de dose. Ce qui est important, c'est en fonction de la dose, il peut avoir une certaine réponse toxique, et en fonction de l'utilisation de son produit, on va voir si cette dose, on va pouvoir l'atteindre ou pas. Parce que depuis le XVIe siècle, on sait que tout est poison, rien n'est poison, c'est la dose qui fait le poison. Donc quelque part, quand un industriel arrive avec un produit et se pose la question de sa toxicité, ça ne peut pas être indépendant du bénéfice et de l'utilisation qu'il fait de cette nanoparticule. Donc c'est pour un certain procédé industriel, pour un certain type d'utilisation, là on va pouvoir répondre et apporter une réponse pratique sur voilà, ce rapport bénéfice-risque, dans quel sens va pencher la balance. Le deuxième point qui me semble également très très important de souligner, c'est le changement de paradigme entre la toxicité des microparticules inhalées et des nanoparticules inhalées. Donc là, je fais un parti pris, je vais parler essentiellement, exclusivement de l'inhalation, comme porte d'entrée des nanoparticules dans l'organisme. Jean-François a bien dit qu'il y avait aussi des nanoparticules qui étaient dans l'alimentation qui vont être ingérées. On peut faire un parallèle, mais vu le temps qui m'était imparti aujourd'hui, je parle essentiellement de l'inhalation. Alors, des micros, mais qui est une fraction de nano, bien entendu, et un certain nombre de pathologies. Et là, on cite souvent l'amiante, qui, à mon avis, pas forcément l'exemple le plus pertinent, mais enfin, en tant que campus école des mines, c'est quelque chose qui est un petit peu dans notre ADN. Je citerai plutôt la silicose des mineurs de fond, qui est une pathologie très importante, qui induit, d'une part, un certain nombre de choses qui sont induites donc par le carbone, mais aussi surtout par la silice cristalline, qui polluait certaines veines de charbon en particulier. Et si on fait un petit peu, si on regarde parmi, entre guillemets, toutes les poussières minérales qui existent, donc toutes les microparticules, et on parle beaucoup du boom des nanoparticules, qu'il y en a plusieurs milliers qui sont sur le marché, etc. Si on parle des microparticules, il y en a encore un nombre beaucoup plus important. Et parmi cette masse de microparticules, il y en a une petite dizaine qui sont bien identifiées, parce qu'on a la chance d'avoir pour ces particules-là un recul épidémiologique, sur lequel on identifie un lien indubitable de cause à effet entre une exposition et des pathologies. Il faut le rappeler qu'aujourd'hui, en 2016, à moins que j'ai raté quelque chose de très important dans la semaine dernière dans la biblio, il n'y a aucune pathologie clairement identifiée qui serait induite exclusivement par des nano-objets. Voilà, il faut le dire. Pour les microparticules, on a une série de pathologies qui sont bien établies, ce qu'on a ce recul épidémiologique. Et on sait en particulier, à l'échelle micro, qu'il y a un certain nombre de paramètres physico-chimiques qui vont être clés sur un certain nombre de mécanismes de toxicité. Donc, quels sont ces paramètres physico-chimiques? Déjà, un effet qu'on appelle fibre, qui va entraîner une certaine biopersistance à des endroits particuliers du système respiratoire. Donc là, on peut penser notamment tous les mésothéliums au niveau de la plèvre, qui sont notamment induits par une exposition à l'amiante. Même si récemment, on se pose aussi la question des fibres courtes d'amiante, c'est quelque chose qui commence aussi un petit peu à agiter la communauté scientifique. Donc il y a un lien quelque part aussi vers des nanos, c'est qu'on peut poser une question, parce que dans l'amiante, il y a aussi une fraction nano, de fibres très courtes d'amiante. Il y a un effet surcharge particulière qui est bien connu, qui va induire un effet assez important au niveau de l'inflammation des tissus. Et enfin, un effet de réactivité de surface, notamment très présent dans le cas de la silice cristalline, donc du quartz. Donc la question pour les nanoparticules, c'est qu'on crée maintenant à façon des nano-objets de plus en plus complexes pour différents types d'applications, avec un certain nombre de paramètres physico-chimiques, on reviendra un petit peu par la suite, qui sont extrêmement variés. Donc il y a un certain nombre de descripteurs physico-chimiques de ces particules, même si, donc, encore une fois, l'introduction de Jean-François a bien montré qu'il y a beaucoup de descripteurs, on ne sait pas trop quel descripteur est le plus pertinent pour certains types de paramètres physico-chimiques, mais aussi, donc, c'est exactement la même chose au niveau de la toxicité. Quel descripteur est le plus important pour la toxicité par activité chimique, par biopersistance, par adaptation au stress ou par perturbation de régulation physiologique? C'est encore des choses qui restent en suspens et en question. Néanmoins, il y a un certain nombre d'avancées. Depuis une dizaine d'années que la nanotoxicologie existe, un certain nombre d'avancées, un certain nombre d'effets spécifiques nano qu'on peut relier à des descripteurs physico-chimiques qui sont assez bien connus. Donc je n'ai pas à faire un petit catalogue, là vous avez une illustration d'un article. On peut citer notamment l'ensemble des activités photocatalytiques et du stress oxydant qui est généré par ce qu'on appelle la génération des ROS, des Reactive Oxygen Species, et notamment bien entendu l'ensemble des phénomènes de dissolution. Quand on parle de nano-objets, avec le rapport surface-volume auquel on se rend bien compte que les phénomènes de dissolution qui existent à l'échelle micro vont être exacerbés à l'échelle nanométrique.
Voilà, après il y a un certain nombre d'autres choses, mais bon, peu importe. Donc voilà, j'en reviendrai dans le message général de cette partie enjeux industriels, mais il y a donc un certain nombre de nano-objets qui sont aujourd'hui sur le marché. On a le recul des microparticules, mais en fait, il ne nous sert pas à grand-chose pour déterminer, faire la toxicologie prédictive, parce qu'il y a un changement de paradigme complet entre la toxicologie des micros et des nanos. Donc en fait, on est face à chercher l'aiguille dans la meule de foin. Il est erroné de dire que les nanoparticules sont toxiques, point barre, ça ne veut rien dire. C'est comme si on disait les microparticules sont toxiques, ça n'a pas de sens. Parmi la masse des nano-objets, il y en a certains qui vont poser problème, comme dans la masse des microparticules, certains posent problème pour l'inhalation. Donc l'enjeu qui est devant nous, c'est de les identifier et de comprendre pourquoi, sauf que pour les identifier, tout ce qu'on a appris sur les micros, on peut le mettre à la poubelle. Donc on est face à un vrai challenge. Alors, comment on peut faire? Donc, actuellement, il y a un certain nombre d'outils de screening à grande échelle qu'on peut mettre en œuvre pour essayer d'identifier ces particules. En effet, actuellement, on utilise essentiellement une approche dite au cas par cas. Chaque industriel vient avec son produit, on essaye de l'évaluer du mieux que l'on peut en l'état actuel de nos connaissances et de nos pratiques expérimentales et méthodologiques. Et donc là, c'est une publication qui commence à être un petit peu ancienne, mais peu importe, c'est l'idée qui est importante. Si on continue à faire du cas par cas, face à l'explosion des nanos qui arrivent sur le marché, il faudrait des dizaines d'années, donc là dans l'étude c'était 53 ans, et des budgets colossaux, de plusieurs centaines de millions, voire de milliards de dollars, pour tester avec les méthodologies actuelles ces produits. Ça veut dire qu'on est face à une impasse, mais que pour l'instant on n'a pas mieux. Pour aller vers du screening, donc ce qui n'existe pas actuellement, mais qui est des pistes de recherche, on peut imaginer des modèles du type QSAR. Donc les modèles du type QSAR sont des modèles Quantitative Structures Activity Relationship. Donc c'est des modèles qui sont par exemple très utilisés dans l'industrie pharmaceutique pour essayer de faire des liens entre des descripteurs. Donc dans l'industrie pharmaceutique, c'est des descripteurs pour un certain nombre de molécules chimiques et des activités. Dans l'industrie pharmaceutique, ça peut être une activité sur l'organisme, au niveau du métabolisme, etc. Donc on peut utiliser ce type de démarche de faire des liens entre un certain nombre de descripteurs qui définissent des produits chimiques et une activité biologique à l'échelle nano. Même si là, c'est pas simple. C'est pas simple. Pourquoi? Parce que quel descripteur faut-il utiliser à l'échelle nano? Jean-François l'a montré dans son exposé que c'est pas simple. Il y a beaucoup de choses que l'on peut faire. Donc, premier problème, et on peut faire la même chose au niveau des descripteurs, au niveau de l'activité biologique pour évaluer la toxicité. C'est pas quelque chose qui est évident. Et on verra sur les aspects plutôt verrou scientifique et normalisation qu'il y a un nombre de choses qui se mettent en place, mais on n'est pas encore très bien au clair au niveau des protocoles pour évaluer cette toxicité. Donc bon, la démarche est séduisante, mais il y a quand même des grandes questions sur les deux côtés. Quel descripteur, aussi bien d'un point de vue physico-chimique que d'un point de vue biologique. Néanmoins, face à ce défi, donc l'Institut Mines Télécom nous a fait confiance et avec un certain nombre de partenaires, donc Mines de Paris, Mines Saint-Etienne et Sanofi, nous avons réalisé donc un projet qui s'appelle Rockstar, et j'en dis pas plus que ça, parce que la présentation suivante sera réalisée par Lara Leclerc qui va vous décrire un petit peu certains résultats sur ce projet, sur ces modèles du type QSAR, nano-QSAR, qu'on pourrait appliquer pour prédire et faire du screening à grande échelle au niveau de la toxicité potentielle de certains objets nanométriques. Alors, le deuxième enjeu, donc, comment identifier? Donc, je vous ai fait un petit panorama qui, on se pose quand même pas mal de questions. Après, comment gérer le risque nano? Donc, le risque nano, avant tout, moi, ces slides, c'est pour dire que c'est avant tout un risque comme les autres, a priori. C'est-à-dire qu'il faut, 1, identifier les sources de danger, 2, substituer quand c'est possible. Ensuite, il faut privilégier, quand il y a un risque, les équipements de protection collective avant les équipements de protection individuelle. Ça reste un risque standard, ce que l'on peut appliquer une démarche de risque standard. Mais bien entendu, il y a un certain nombre de spécificités. Et si on simplifie maintenant un petit peu le propos, ce risque au niveau d'un objet, d'une nanoparticule, donc qui est le fruit du produit, de sa toxicité intrinsèque, sa dangerosité et de son exposition. Et donc, il va nous donner donc, une échelle de risque, un niveau de risque qui va de faible à très élevé. Donc, à l'heure actuelle, la première démarche qui est faite dans les entreprises est donc de minimiser cette exposition. En effet, comme je vous ai montré que même si au cas par cas, on commence à avoir un certain nombre de résultats, mais si c'est insatisfaisant d'un point de vue global, de base, on essaye de minimiser le plus possible l'exposition. Donc là, je parle notamment des travailleurs, mais c'est notamment le cas des consommateurs, en fonction des applications, à ces nano-objets. Donc là, il y a quand même des partenaires en France qui sont extrêmement avancés sur ce type de choses. Donc il y a bien entendu l'INRS, il y a l'INERIS, et il y a le CEATEC avec la PNS qui travaille beaucoup sur cette exposition. Et d'ailleurs, demain, il y aura des travaux, notamment sur l'exposition au poste de travail, qui sont faits par notamment ces organismes qui, en France,
sont les plus pertinents. Donc le risque, c'est la dangerosité fois l'exposition. Donc de base, on essaie de minimiser l'exposition. Mais ce qui peut être aussi intéressant dans le futur, c'est non seulement d'identifier, mais de contrôler, de maîtriser cette toxicité intrinsèque. Donc là, c'est une approche qu'on appelle Safe by Design ou Safer by Design, c'est-à-dire de comprendre le lien qu'il peut y avoir entre un certain nombre de descripteurs physico-chimiques et l'activité biologique, afin de modifier dès le départ, lors de la production, au niveau des procédés de synthèse, donc même autant au niveau des paramètres procédés que des paramètres physico-chimiques de la poudre, un certain nombre de paramètres, de descripteurs physico-chimiques afin de réduire cette toxicité. Donc il y a un certain nombre de choses qui commencent à apparaître, même des écoles d'été, pour ceux que ça intéresse, qui vont s'intéresser à cette approche qu'on appelle le Safer by Design. Donc pour réaliser cette approche Safer by Design, donc l'un des principaux verrous, c'est faire le lien entre la physico-chimie des particules et cette fameuse activité biologique. Donc maintenant, il y a un certain nombre de paramètres physico-chimiques dont nous savons qu'elle influe sur la toxicité, notamment l'ISO qui a listé un certain nombre de paramètres, bon, côté 8 ou 9, ça dépend comment on compte, enfin bon, parmi aussi une liste qui peut être beaucoup plus grande aussi par ailleurs. Donc là, j'essaye aussi de simplifier, donc il y a un certain nombre de paramètres physico-chimiques, et ce qu'on a par exemple appliqué avec un certain nombre de paramètres avec un certain nombre de partenaires industriels, donc c'est juste un exemple, on s'est intéressé à une nanopoudre qui est le carburant de silicium, et à travers un certain nombre de travaux, donc plutôt in vitro, avec des cellules in vitro, on a pu mettre en évidence que pour ce matériau-là, dans une certaine gamme de taille pour certains types de procédés bien déterminés, parce qu'encore une fois, la toxicité n'est pas tant dépendante de la nature chimique de la poudre, mais du procédé de synthèse qui va être utilisé pour la produire, donc c'est aussi un niveau de complexité un petit peu plus important, que c'était par exemple donc, la composition chimique, notamment au niveau des phases cristallines. La surface spécificité et la chimie de surface, il est très important pour cette poudre-là. Donc là, c'est un exemple parmi d'autres. Et je voudrais aussi citer autre chose qui est aussi intéressante. Donc on travaille énormément avec les industriels. Donc de temps en temps, on ne peut pas publier. Voilà, c'est normal, c'est confidentiel. On travaille pour un partenaire industriel. De temps en temps, on peut publier. Il faut savoir que dans beaucoup de nos travaux, on a trouvé des résultats de toxicité qui étaient négatifs. Mais après, donc là, l'industriel est généralement très content pour qu'on publie ces résultats très négatifs. Alors, lors du registre nano, par exemple, Jean-François a montré que la baumite était un matériau qui arrivait au rang 4 ou au rang 5. Je vous mets au défi de publier un résultat négatif dans une revue de toxicité sur un matériau qui est la baumite, que personne ne connaît si on n'est pas physico-chimiste. C'est un challenge qui est assez important. Et typiquement, sur la baumite, il doit y avoir 5 papiers, des papiers très anciens d'un collègue allemand et 2 papiers qui sont à nous, voilà. Comparativement à des papiers sur les nanotubes de carbone, sur lesquels il y en a énormément, et que c'est des matériaux qui sont extrêmement intéressants, mais qui en termes de réalité industrielle et de tonnage, de milliers de tonnes de tonnage, n'a absolument rien à voir. Donc il y a aussi un décalage de ce point de vue-là. Donc il faut aussi faire un petit peu attention lorsqu'on regarde les publications scientifiques, c'est un spectre qui est parfois déformé. Alors le message au niveau de ces enjeux industriels, c'est qu'à l'heure actuelle, on n'a aucun recul épidémiologique, alors qu'à contrario, on a une exigence de résultat. En termes de sécurité au travail, on impose à l'industriel une exigence de non pas de moyens, mais de résultats. Face à ça, on est face à un changement de paradigme, au moins partiel, entre la toxicité qui est connue à l'échelle micro et à l'échelle nano, et on est obligé de faire avec. Donc on pourrait voir l'émergence des nanoparticules et des nanomatériaux comme une nouvelle boîte de Pandore sur laquelle on va répandre un certain nombre de matériaux extrêmement toxiques, et c'est la nouvelle crise sanitaire qui est devant nous. De mon point de vue, on n'est pas dans ce type de cas de figure-là, mais c'est encore une fois un avis très personnel et qui est subjectif. On est plutôt dans un point de vue où, voilà, d'un point de vue scientifique, on est dans un changement de paradigme, on n'a plus les mêmes clés pour comprendre la toxicité à l'échelle nano qu'à l'échelle micro, et on cherche parmi toute l'ingéniosité des industriels qui mettent des produits sur le marché, les produits qui peuvent potentiellement poser problème dans l'avenir. Donc on est plutôt dans chercher l'aiguille dans la meule de foin, et là, de ne pas se tromper, d'identifier le produit très tôt qui peut poser problème, pour un petit peu le traiter de manière spécifique. Donc voilà le message que je voulais apporter au niveau des enjeux industriels. Et donc actuellement, la stratégie la plus courante qui est appliquée, c'est donc de minimiser l'exposition et de faire des études de toxicité au cas par cas. Ce n'est pas idéal, mais c'est mieux que rien et c'est ce qu'on peut proposer à l'heure actuelle. Dans l'avenir, à moyen terme, ce que l'on peut espérer, c'est un contrôle de la toxicité intrinsèque avec une approche de type Safer by Design, avec l'amélioration des connaissances entre le lien entre les descripteurs physico-chimiques et l'activité biologique, et
espérer voir émerger des outils de prédiction solides, de screening à grande échelle, de type nano-QSAR, pour aider, parce que, vu le coût que représentent aussi des études de toxicologie, faire un premier tri en amont pour s'intéresser uniquement aux particules qui peuvent poser problème, ça va nous rendre service grandement. Mais ça, c'est à moyen terme. C'est actuellement des projets de recherche, des grandes tendances. Ce n'est pas une réalité qu'on peut proposer demain à un industriel s'il vient me voir au laboratoire, par exemple. Ensuite, au niveau des verrous scientifiques, donc j'en ai listé 4. Normalisation, dosimétrie, exposition et la coronaprotéique. On pourrait en citer bien d'autres. Donc là encore, c'est un parti pris de ne citer que ces 4 verrous. Normalisation. Donc on peut le voir de deux côtés, les aspects normatifs. Déjà la normalisation au niveau de la toxicité, et ensuite la normalisation au niveau de comment on caractérise la physicochimie de nos particules. Au niveau de la toxicité, il y a eu quand même pas mal de projets européens, actuels ou passés. Je cite par exemple Nanogénotox, c'est vraiment intéressé à standardiser des tests pour évaluer la génotoxicité des produits. Ou alors Nanoreg 2, là, qui a débuté, qui prend la suite donc, de Nanoreg 1. Donc il y a beaucoup de projets européens qui s'intéressent à cette problématique, un petit peu normalisée, pour avoir des données qui soient aussi solides. Parce qu'on a des gros problèmes de la nanotoxicologie sur lesquels il y a beaucoup de critiques. C'est qu'il y a beaucoup de choses contradictoires qui arrivent dans les laboratoires. Et voilà, à la fin, ça donne un message qui est peu clair. Et ce qui intéresse les industriels, c'est que c'est bien beau de faire des projets européens, il faudrait faire comme ceci, comme cela. Quelle est la réalité actuellement? C'est les guidelines quand même de l'OCDE qui s'appliquent. Et c'est les guidelines qui sont les mêmes que pour les produits chimiques classiques, avec un certain nombre de recommandations qui sont tout à fait louables, mais qui ne font pas avancer beaucoup le schmilblick. Donc voilà, c'est qu'en général, ces lignes directrices sont appropriées, donc doivent être utilisées, même s'il y a des spécificités pour les nanos, donc on doit légèrement les modifier. Bon, dont acte. Donc au niveau de la toxicité, de manière très pragmatique, quelle question on peut se poser? Quel type de culture cellulaire, parce qu'on parle de l'in vitro, on parlera de l'in vivo un peu plus tard dans la présentation, en in vitro, quel type de cellules je dois utiliser? Des lignées cellulaires, humaines, animales, des cellules primaires qui sont moins reproductibles, des cultures simples, des systèmes de co-culture avec plusieurs lignées cellulaires en même temps. Enfin voilà, il y a beaucoup de questions qui se posent. Ensuite, il y a la question des biais qui sont induits par les nanoparticules lors des tests. Il y a beaucoup de tests qui sont des tests colorimétriques. Alors, on a vu que les nanoparticules, au moins certaines d'entre elles, peuvent induire des biais d'un point de vue optique, qui sont actifs d'un point de vue optique. Donc bon, il y a un certain nombre de biais de ce point de vue-là. Ensuite, quels tests cellulaires doivent être réalisés? Il y a des collègues qui utilisent beaucoup un test du type MTT, c'est l'activité mitochondriale, d'autres évaluent la toxicité, d'autres l'inflammation. Tout est pertinent en soi, mais s'il faut faire des choix, quel choix on fait? Et comment on doit faire nos manips, enfin les expériences in vitro, pour pouvoir en prédire quelque chose d'un point de vue in vivo chez l'animal, voire après chez l'homme. C'est quand même in fine ce qu'on veut. Et pour ça, il faut quand même travailler pour que les choses puissent, qu'il y ait certaines corrélations. Donc c'est des questions ouvertes, donc il y a plein de pistes, il y a beaucoup de projets européens qui travaillent, mais pour l'instant, tout doux, voilà, ça avance. Ensuite, d'un point de vue de la physico-chimie, c'est un peu la même chose. Il y a quand même beaucoup de travaux qui ont été faits, notamment dans le cadre de l'OCDE, mais pas uniquement, sur les différents descripteurs physico-chimiques et il y a même une norme ISO, sur un nombre de paramètres qui fait un petit peu consensus. Bon, ça c'est déjà très bien, parce qu'il y a 10 ans on n'avait rien. Donc maintenant on a ça. Sauf que maintenant on se pose la question, c'est très bien d'avoir listé ces paramètres physico-chimiques, même si la liste est à mon sens déjà un petit peu élevée si on veut tout faire. Parce que maintenant, normalement, pour publier des travaux de nanotoxicologie, on doit avoir l'ensemble de ces paramètres de complètement caractérisés pour les publier. C'est bien, ça veut dire que nos collègues biologistes ou cliniciens doivent travailler avec des physico-chimistes. Donc ça, il faut le redire. Donc c'est une très bonne chose. Sauf qu'après, moi, quand je suis sollicité par des collègues, on est face quand même lister des paramètres, mais sans lister des protocoles de caractérisation. C'est pas facile. Des protocoles de dispersion, même des techniques. Quand on parle juste de la taille, quelle technique je dois utiliser pour caractériser à l'échelle, parce que ça s'agglomère, donc qu'il soit bonne à l'échelle micro, à l'échelle nano, à l'échelle méso. Enfin voilà, c'est pas forcément facile. Et aussi, on peut discuter de nanomatériaux de référence qui sont insuffisants, parce qu'il y a des choses qui sont actives, il y a des choses qui arrivent, notamment au niveau de la communauté européenne. Voilà. Et donc, il y a beaucoup d'acteurs, mais là, on est quand même un petit peu... Le but, c'est de faire la part belle aussi aux acteurs français, notamment le Club Nanométrologie, qui travaille beaucoup sur ces questions, qui essaie d'apporter des réponses. Alors, le deuxième point de vue, le deuxième verrou que je souhaite soulever, c'est le problème de la dosimétrie. Alors, la manière le plus simple, lorsqu'on fait
un test de toxicité sur des cultures cellulaires. Donc on a des tout petits puits, depuis quelques centaines de microlitres, hein, sur des plaques, 96 puits, sur lesquels on met des cellules. Alors, des cellules peuvent être soit adhérentes, donc au fond de la plaque, ou bien peuvent être un petit peu dans le milieu de culture. Et on va rajouter nos nanoparticules. Sauf qu'on rajoute une suspension de nanoparticules, on fait un test au bout de quelques heures, 24 heures, 48 heures, et à la fin, on a un résultat sur l'activité biologique, il y a l'inflammation, il y a la cytotoxicité, etc. Mais en fonction du type de nanoparticules que l'on va utiliser, de comment on les a préparées, on les a dispersées ou pas, du pH de notre milieu de culture, s'il contient ou pas de l'albumine ou du sérum, eh ben on va avoir des phénomènes d'agglomération, de sédimentation, etc. Ce qui fait qu'en fait, ce que l'on connaît, c'est la dose que l'on a mis en contact, enfin, supposé être en contact avec nos cellules, mais ce qui est vraiment en contact avec les cellules, ben, souvent on l'ignore. Et ça, c'est quand même aussi un biais qui peut être aussi important, lorsqu'on compare des choses inter-labo et quand on compare différentes particules entre elles. Bon. Ensuite, il y a les problèmes de corrélation entre l'in vitro et l'in vivo. Donc il y a récemment un article très intéressant qui permet d'essayer, en fonction de la quantité que l'on a mis dans un puits de culture, de trouver un petit peu l'équivalent, si on veut travailler in vivo, par exemple chez le rat ou la souris, chez le rongeur, en termes de dose que l'on va délivrer. Parce que l'objectif, c'est quand même de voir si ce que l'on a fait in vitro est relativement pertinent in vivo. Pourquoi? Parce que l'in vitro, c'est rapide et pas cher, que les manips in vivo, c'est cher, pas rapide, et il y a très peu de centres, notamment en France, qui sont capables de le faire. Il y a l'INRS et l'INERIS principalement. Bon. Donc là, ça commence à avancer, il y a des modèles qui apparaissent, donc bon, mais ce n'est pas encore totalement formalisé. Et enfin, il y a le problème des métriques. Comment on exprime une dose? Historiquement, en toxicologie, la dose, c'est en masse. En masse par kilo d'individu. Voilà. Bon. Pour les nanos, on se rend bien compte que la masse, intuitivement, ça ne va pas être le paramètre qui est le plus pertinent pour caractériser nos nanos. Une fois qu'on a dit ça, il faut avancer un peu plus loin. Donc là, des exemples. Enfin, un exemple qui est assez connu dans la littérature, qui montre que, grosso modo, il y a deux grandes possibilités. Soit travailler au niveau de la surface spécifique. D'ailleurs, surface spécifique, quel type de surface spécifique? En tant que bon physico-chimiste, moi je fais du BET, mais est-ce que c'est parce que je sais ce que je sais faire, qui est plutôt développé à la base pour de la catalyse quand même, pour des réactions solides-gaz. La vraie surface qu'on devrait mesurer et développer des protocoles, c'est la surface que vaut une cellule, et pas la surface qui est accessible à un gaz. Donc déjà, je fais ce que je sais faire, parce que je suis physico-chimiste, mais est-ce que c'est vraiment extrêmement pertinent pour ce que je veux en dire? C'est pas certain. Bon. Donc, il y a soit les problèmes en termes de surface, ou soit exprimer les résultats en nombre de particules. C'est d'abord un petit peu l'idée qui est sous-jacente à la définition des substances à l'état nanoparticulaire, qui est une dose en nombre d'objets, de nano-objets. Donc là, c'est des résultats qui comparent des études réalisées donc in vivo, qui marquent l'inflammation in vivo. Je ne vais pas trop décrire le protocole. Donc là, j'étais chez le rat, versus ce qui a été fait chez des macrophages in vitro. Et on regarde, entre guillemets, les mêmes paramètres inflammatoires, pro-inflammatoires. Et on a comparé un certain nombre de nano-objets et on voit qu'il n'y a pas de corrélation évidente lorsqu'on exprime la dose en masse de particules. Exactement les mêmes données, c'est juste on les traite différemment, on l'exprime en surface et non plus en masse. Et là, vous voyez qu'il y a déjà une corrélation relativement importante qui apparaît. Donc là, oui, il est relativement évident, il faut plutôt tracer nos résultats en surface ou en nombre, en fonction du type de nano-objet et en fonction du type de mécanisme de toxicité que l'on pense avoir à faire, et qu'on essaie de démontrer, pour exprimer nos résultats correctement. Mais à l'heure actuelle, il n'y a encore pas de consensus à ce sujet. Et même si on exprime nos résultats en surface, l'une des questions aussi primordiales, c'est comment on fait pour comparer deux particules de taille très différentes. Si je mets la même dose en surface, je vais comparer quand même des choses qui, à la fin, entre une particule de 10 nanomètres et une particule de 100 nanomètres, avec des choses, là, pour le coup, qui en nombre ou en masse, on commence à être aussi assez différentes. Donc, oui, c'est pertinent, mais jusqu'où? Alors, le troisième verrou va concerner l'exposition. Donc, déjà, une chose qui est évidente, c'est qu'aujourd'hui, on est surtout capable de faire de l'exposition qui est plutôt aiguë et forte dose, alors que dans l'idéal, le type d'effet toxique qu'on cherche de montrer pour les nano-objets sont des expositions de type chronique et faible dose. Donc déjà, on n'a pas une exposition, mais c'est plus facile de faire de l'aigu de la forte dose. Bon. Ensuite, en termes de méthode d'exposition, si on parle maintenant de l'in vitro, il commence à arriver depuis 2-3 ans des méthodes d'exposition par voie aérosol. Donc des systèmes qui permettent d'exposer nos cultures cellulaires à des aérosols et non pas des nanoparticules, des nano-objets en suspension.
Donc on se rapproche plus, on est plus biomimétique d'une certaine exposition. Bon, pourquoi pas. Et d'un point de vue in vivo, on est un petit peu sur le même type au niveau de l'exposition entre les gens qui vont vraiment regarder entre guillemets de la vraie inhalation, l'inhalation nose only ou corps entier, plutôt que corps entier pour un rongeur, vu que ça se lèche, c'est quand même pas génial, parce qu'il y a aussi de l'ingestion, donc plutôt du nose only, et de l'instillation intratrachéale, qui est beaucoup plus facile à faire, mais qui revient quand même un petit peu à noyer notre A avec une suspension de nanoparticules, donc bon, mais c'est intéressant quand même en soi. Et le quatrième virus, lequel je vais très brièvement vous parler, le problème de la corona protéique. Alors là, je vais me tirer aussi un petit peu une balle dans le pied. Je vous dis depuis le départ qu'il faut faire un lien entre un certain nombre de descripteurs physico-chimiques et une certaine activité biologique, sauf que, de mon point de vue, faire ce lien va être extrêmement complexe, voire quasiment impossible, parce qu'on oublie quelque chose qui est important, qui est un troisième acteur dans l'histoire, qui est l'ensemble des biomolécules sur lesquelles va interagir la nanoparticule avant d'avoir son effet biologique. Et en fait, ce qui interagit directement, c'est pas un nano-objet avec le descripteur physico-chimique tel que je le caractérise en sortie de synthèse, mais c'est un objet qui est beaucoup plus complexe, avec un certain nombre de biomolécules qui vont être absorbées à sa surface. Donc la nanoparticule, il faut vraiment l'avoir comme une entité relationnelle et pas uniquement définie par ses propriétés physico-chimiques intrinsèques. C'est-à-dire que l'environnement biologique, ce n'est pas un frein, je suis obligé de mettre quelque part en contact avec des cellules pour évaluer la toxicité, c'est que c'est un acteur en part entière du processus qui va modifier, qui peut modifier profondément son activité ou son innocuité. On peut le voir dans les deux sens. Et l'un des exemples, c'est que cette corona protéique, elle est aussi extrêmement importante pour les phénomènes qu'on appelle de translocation, c'est-à-dire les franchissements des barrières biologiques. Forcément, la taille joue un rôle majeur, mais la façon dont le nano-objet va interagir dans le milieu biologique, par exemple, si je prends toujours le cas de l'inhalation, qui est vraiment le focus qui m'intéresse dans le cadre de cette présentation, il va y avoir un dépôt dans le système respiratoire. Au niveau des voies aériennes supérieures, on peut avoir une translocation neuronale avec plutôt un passage vers le cerveau. Pour d'autres types de dépôts, plutôt d'un point de vue alvéolaire, donc dans le poumon profond, on va plutôt avoir un franchissement de cette barrière alvéolo-capillaire et retrouver ces nanoparticules, soit d'un point de vue de la lymphe ou du sang, dans la circulation générale et avoir un certain nombre d'organes cibles. Et forcément, l'interaction de ces nano-objets avec le surfactant des cellules, ici pour passer avec un certain type de cellules comme cellules épithéliales et macrophages, va interagir énormément sur son devenir. C'est vraiment quelque chose de majeur. Il n'y a pas que la taille en sortie de synthèse qui va me permettre de prédire son devenir. C'est plus complexe que ça. Alors le message général que je souhaite faire passer au niveau de ces verrous scientifiques, donc il y en a plein d'autres, j'ai fait un choix, bon voilà, et que la nanotoxicologie, il ne faut pas l'oublier, c'est une science qui est quand même très jeune. C'est Hopper Derchter, entre 2005 et 2007, qui a mis le doigt en premier en disant, bon, on connaît très bien, c'est quelqu'un qui vient de la toxicité des microparticules, en disant, bon, voilà, que les nanos, on a quelque chose de nouveau, il y a un changement de paradigme, voilà, donc il y a un chantier qui s'ouvre. Donc ça, c'est 2005-2007. C'est une problématique qui est très complexe, car très multidisciplinaire. Ça paraît bateau de le dire, mais faire discuter dans une même salle ensemble des physico-chimistes, des biologistes, des toxicologues et des cliniciens, c'est pas facile. Et quand on rajoute des industriels qui ont forcément des impératifs qui leur appartiennent, qui sont tout à fait légitimes, ça devient encore moins facile. Et donc, moi, mon bilan, c'est qu'aujourd'hui, il est indéniable de dire qu'il y a un décalage entre, d'une part, des avancées scientifiques en nanotoxicologie, qui restent modestes, même si on avance, je trouve pas trop mal, mais ça reste modeste, et des attentes sociétales, politiques, réglementaires et industrielles, qui sont tout à fait légitimes, mais qui ne rencontrent pas encore de vraies réponses, parce que les avancées scientifiques avancent malheureusement assez lentement. Je vous remercie de votre attention. Si vous avez quelques questions.